qu'on pratiquait à l'époque, hein, etc. Et là, et après, petit à petit, on va venir vers les dernières découvertes en psychologie cognitive et en neurosciences et tout ça. D'accord? Et faire des ponts entre, comme nous sommes des musulmans, vers la spiritualité. On fera des ponts entre spiritualité et découvertes scientifiques. On pourra aborder aussi des termes historiques, sociologiques, etc. Pour aborder un maximum de thèmes autour de l'éducation. Parce que l'éducation, c'est un sujet tellement vaste, tellement complexe et tellement profond et important qu'on se doit d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. Qu'est-ce que disent que disent les religions par rapport à ça? Que disent les sociologues par rapport à ça? Que disent les psychologues? Que disent les neuroscientifiques, etc. C'est super important d'avoir une vision holistique du sujet. Très important. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est donc les fameuses violences invisibles. Et donc, qui dit violence dit blessure. Donc, dans l'éducation, malheureusement, on peut dire que on va lancer des chiffres. Ouais, on peut dire on a lancé des chiffres. Donc je vais les reprendre. Je suis presque d'accord avec ça, je pense. On estime que 90 à 95% des enfants de toute la planète ont subi et continuent à subir de la maltraitance émotionnelle. 90 à 95% des enfants du monde. Ouais. Et ça a été des études qui ont été faites, des recherches qui ont été faites par les spécialistes de l'éducation affective et sociale. Okay. Et donc, c'est pour ça que moi, ça me tenait à cœur d'aborder ce sujet de la maltraitance, de la violence et des blessures invisibles, qui sont en fait des blessures émotionnelles, puisque ça ne se voit pas. On connaît la maltraitance physique, on connaît moins la maltraitance. On connaît la maltraitance physique, on connaît la maltraitance psychologique, mais on connaît moins la maltraitance émotionnelle. Et c'est de différence entre émotionnelle et psychologique. La psychologique, oui. Tout à fait. Voilà. Alors psychologique, ça se rapproche de l'émotionnel, parce que dans la psychologie, on parle des émotions aussi. Psychologique, c'est plutôt, je vais te dire, voilà, je vais te faire trois dessins. Trois images. La blessure, la maltraitance physique, voilà, on n'a pas besoin de la définir. La maltraitance psychologique, avec la parole. Tu dénigres l'enfant. Tu le dénigres, tu l'insultes, t'es un bon à rien, etc., etc. Donc ça joue sur son estime de lui-même et sa confiance. Voilà. Et la violence émotionnelle, l'enfant a des besoins, le bébé surtout a des besoins, mais pour nous, il n'y a pas d'importance. Le bébé, quand il exprime ses émotions, il les exprime avec des pleurs. Et la maman, à partir du moment où elle sait que son enfant a mangé, a dormi, il n'est pas malade, quand il pleure, donc on va l'interpréter de façon culturelle, de façon traditionnelle. C'est parce qu'il est en train de se faire les poumons. C'est parce que c'est normal. À cet âge-là, c'est normal de parler. Il est en train de s'exprimer. Donc, il y a un biais cognitif, il y a une désinformation, une méconnaissance par rapport à ses pleurs. C'est ce besoin émotionnel. Donc, si on ne répond pas aux besoins émotionnels du petit, de l'enfant, eh bien, on est dans une forme de maltraitance émotionnelle parce qu'on néglige son besoin. Un besoin négligé, c'est une maltraitance. Elle est indirecte, mais c'est une maltraitance quand même. D'accord ? Comment ? Un besoin vital. Il y a des besoins pour répondre à tous les besoins. Un besoin vital, tout à fait. Parce que les émotions, tout à fait. Les émotions, en fait, quand on parle de... C'est bien que tu insistes sur ça. Quand on parle des besoins, on ne peut pas répondre à ces besoins. Mais en général, un besoin, ce n'est pas une envie. Donc si c'est un besoin, c'est normalement vital, on va dire. Non, mais là, tu parles que des bébés ou c'est quel âge en fait? Alors, ouais, bonne remarque, parce que là, en fait, quand on parle surtout des violences émotionnelles et violences invisibles, ça n'a pas vraiment d'âge, mais enfin, il n'y a pas de limite d'âge, mais surtout dans les premières années de vie. On va dire de 0 à 5 ans. Voilà. Ah oui, voilà. Exactement. Tout à fait. Là, en fait, quand on parle d'émotion,
on va revenir après avec vos questions. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un échange. Voilà. Donc là, on peut revenir pour apporter des précisions. Quand on parle d'émotion, la violence émotionnelle, elle est subie surtout entre 0 à 5 ans, l'âge où l'enfant n'a pas de maturité émotionnelle, maturité cognitive. C'est-à-dire que ces émotions, quand il fait des crises émotionnelles, c'est parce qu'il ne sait pas les gérer. Il ne sait pas gérer ses émotions. C'est à nous de lui apprendre parce que son cerveau, la partie cognitive, celle qui est la partie, ce qu'on appelle le cortex orbitofrontal ou cortex préfrontal, qui est cette partie-là, la partie cognitive du cerveau, elle n'est pas encore développée chez l'enfant. La partie émotionnelle, c'est la partie qui domine le plus le cerveau de l'enfant quand il naît. D'ailleurs, la première chose, la première structure cérébrale qui est mature dès la naissance, c'est ce qu'on appelle l'amygdale cérébrale. C'est le centre de la peur. Le centre de la peur, c'est la structure où toutes les émotions, etc. sont stockées. C'est la structure qui est déjà formée dès la naissance. Et progressivement, il y a d'autres structures qui se forment. Tout doucement, le centre de l'apprentissage, l'hippocampe, tout doucement. Après, on arrive. Après, le cortex supérieur, le cortex préfrontal, orbitofrontal, toute la partie qui est devant, qui gère la connaissance, la rationalité et qui va tempérer au niveau des émotions. Vous voyez, lors d'une conférence, je vais vous montrer avec des schémas. Je vais vous montrer avec des schémas la forme du cerveau. Vous voyez, vous avez la partie ici qui gère tout ce qui est rationnel, connexion intellectuelle. Ensuite, vous avez la partie émotionnelle. Et puis tout derrière, vous avez le cerveau archaïque, le cerveau ce qu'on appelle reptilien, qui réagit par rapport à ses besoins, boire, manger, fuite, etc. C'est le cerveau le plus ancien, le cerveau, on va dire entre guillemets animal. Ensuite, il y a la partie émotionnelle et la partie cognitive. Et les enfants, jusqu'à 6 ans, 7 ans, cette partie-là, elle n'est pas encore mature. Elle est en train de se maturer. Et les parents, leur but, c'est d'aider cette partie-là à se développer. Comment? Eh bien, justement, en l'aidant l'enfant à exprimer ses émotions. C'est en étant attentive à l'enfant quand il a un besoin, quand il pleure, quand il crie, etc. Lorsque le parent est là, il lui dit « Qu'est-ce que tu as ?» Tu parles à un enfant comme si tu parlais à un adulte. Même quand il est bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends. La connexion avec l'enfant, verbaliser tout ça, aider l'enfant. Alors, il ne parle pas encore quand il est tout petit, mais dire « Qu'est-ce que tu as? Tu as peut-être froid, tu as peut-être chaud. Ah, tu as besoin là. Donc, tu as besoin d'un câlin. Tiens, je comprends, je comprends, je comprends. » On discute avec l'enfant en le prenant. Et même si on n'a pas au départ, on n'est pas dans une situation où on peut pas discuter avec lui, mais en tout cas, lui faire ressentir. Et le prendre et le cajoler, etc., le rassurer. Donc, en faisant tout ça, et plus il va grandir, plus on va pouvoir s'exprimer et lui dire, voilà, directement, prendre conscience que cet enfant, quand il pleure, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Il sait pas gérer ça parce que cette partie, elle est pas mature. Donc, nous, on va l'aider à développer cette partie en mettant des mots sur ce qu'il ressent, en lui parlant, tout simplement. En lui parlant, en l'écoutant, en respectant son état. On veut dire, on est son cerveau préfrontal extérieur. Exactement, voilà. On est, tout à fait, on est sa béquille, exactement. Nous, c'est bien développé, et notre rôle en tant que parents, c'est d'élever les enfants. Cette notion de élever les enfants. Les enfants, ils ne s'élèvent pas tout seuls. Les enfants, ils ne s'éduquent pas tout seuls. Allah a fait en sorte de nous donner une amana, une prime nature, mashallah, parfaite, avec plein de prédispositions à l'apprentissage, aux valeurs universelles, donc à la pratique de la spiritualité, on est d'accord, et de la religion. Cette zone-là du cerveau, la partie orbitofrontale qui est ici, là, au-dessus des orbites, cette partie-là, subhanallah, on l'a découvert récemment, c'est une structure qui prépare l'être humain à mettre en pratique les valeurs religieuses, les valeurs spirituelles, les valeurs universelles de la bonté, de l'empathie, du bien et du mal. C'est logé dans cette partie du cerveau. Et c'est une partie qu'on a découvert, son activation, son activité a été découverte que récemment. Vous voyez? Donc, Allah, quand il a conçu l'enfant, il l'a conçu avec toutes ses prédispositions
On n'a rien à lui apprendre à ce niveau-là, on a juste à l'accompagner et à l'aider à développer. Il le sait, on est là pour l'accompagner. Donc un parent est là, on appelle ça un facilitateur. D'ailleurs, dans des écoles alternatives, on ne parle pas de professeur, d'éducateur, on parle de facilitateur. Parce que l'enfant, ok, il est prédisposé à faire le bien, à apprendre, mais il a besoin de l'adulte pour l'aider à apprendre. Et si l'adulte est abîmé, comment il peut élever son enfant? Alors, exactement. Prendre conscience qu'il est abîmé et de savoir sur quoi il est abîmé. Parce que sinon, on reproduit les mêmes schémas après. Ouais. Après, allez-y, hein, les filles, on est dans un groupe de parole, là, vous pouvez... Tu peux intervenir. Ouais, vous pouvez... Ouais. Et donc, tu dis, Sakina, si l'adulte est abîmé, comment il peut faire pour élever son enfant? Oui. Voilà. Parce que tu as fait la remarque qu'il y avait 95% Exactement. De maltraitance émotionnelle. Ouais. Donc ça veut dire que ça se répercute de génération en génération. Exactement. L'humanité est abîmée, c'est pas d'aujourd'hui. Exactement. Ouais. Et voilà. Et ben, comment faire? Eh ben, se tourner vers la science, tout simplement. Maintenant qu'on sait, et on est là pour ça. Éveiller les consciences. Tout à fait. Exactement. Si nous, on va écouter, on va peut-être en faire notre demande. Tout à fait. C'est comme, subhanallah, regardez, on est des musulmans. Moi, je vais prendre l'exemple des musulmans, et puis même des religions antérieures. Il y a toujours eu des prophètes pour véhiculer le message divin, le message universel du bien et du mal. Et à chaque époque, il y a eu des époques importantes, il y a eu des messagers. Transmettre. Et bien là, nous, aujourd'hui, on peut se considérer tous comme des messagers. À partir du moment où tu as une information... On est déjà seuls. Comment? On est déjà seuls, nous aussi. Exactement, une connaissance, transmet un message. aller chercher le partage du savoir, etc. Notre but, c'est ça. Et d'ailleurs, le premier verset qui est descendu, c'est « Yaqra ». Lis, va chercher la science, apprends, etc. Donc, c'est pas pour rien que c'est un premier verset. L'exhortation à aller apprendre, à aller chercher la science. Et aujourd'hui, j'ai discuté avec une personne récemment, elle me dit qui s'occupe très bien de ses enfants, et pourtant elle n'a pas baigné dans la psychologie, dans l'éducation, on n'a pas besoin de baigner dans ça pour faire les choses correctement, et pour voir et s'informer. Et elle me dit oui, mais tout le monde n'a pas accès. Tout le monde n'a pas accès à ça. Vous en pensez quoi? Aujourd'hui, si, avec toutes les ressources qu'on a, t'as plus trop d'excuses. C'est comme pour la religion, pour apprendre. On a tout devant nous, après ça D'aller chercher, c'est voilà, ça. c'est ça. Voilà. Non, mais à partir du moment où t'en es conscient. Déjà, ça, c'est un pas déjà. Parce que Ouais, la non, place, je veux dire, c'est à partir du moment où t'en es conscient, bah, tu vas chercher. Tu vois ce que je veux dire? Si tu prends conscience, tu poses des questions, bah tu vas gratter. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est pas logique pour tout le monde. Hein? C'est pas logique, c'est tout le monde. J'ai pas compris. C'est pas logique pour tout le monde. Parce qu'il y en a plein qui vont, ils vont recevoir l'information, ils vont la garder, mais ils vont, entre guillemets, parer dans leur tête. Enfin, ça tourne, ils ne vont pas passer à l'action. Le plus important, en fait, c'est le passage à l'action. Et selon aussi l'éducation qu'il y a, etc., ce passage à l'action peut être plutôt difficile pour certains, etc. Mais pour ça, ça ne justifie rien. Mais enfin, moi, je comprends. Ouais, mais justement, pareil, comme elle disait Nadia, il faut avoir une certaine maturité émotionnelle pour passer au pas d'aller chercher. Mais là, du coup, moi, je partirais même plus loin parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on voit des gens qui sont abîmés, quand on regarde certains comportements, en fait, on dirait que c'est encore des enfants dans des corps d'adultes. Ouais. Du coup, il faut que même eux, parce que maturité émotionnelle, en soi, c'est quoi? C'est 25 ans, c'est terminé à peu près. C'est vers l'âge de 25 ans. Et du coup, il y a des gens qui sont plus de 25 ans, mais ils ont toujours des réactions comme si eux, ils étaient des petites filles, eux, des petits garçons. Justement, comme elle disait Laetitia, ils n'ont pas développé leur partie préfrontale. Et c'est pas les fonctions. Les fonctions. Il y en a qui, à 25 ans, ils n'ont toujours pas fini de préparer, de construire. Non, c'est fait, pour moi, si elles ont mal été construites. Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. En fait, ils ont C'est-à-dire qu'en fait, leur cerveau limbique, il prédomine. Ils ont un retard. Ouais, enfin, je pense que c'est ça. Non, on peut dire qu'en fait, c'est peut-être toujours leur cerveau limbique qui prédomine. Parce que justement,
Ils n'ont pas eu justement ce dont tu nous parles là. Ça, c'est cet accompagnement. Tout à fait. Les L'éducation. le développement du préfrontal. Exactement. Hein? Tout à fait, c'est ça. Les fameux fonctions directeurs, les fameux fonctions exécutives. Ils ne se Exactement. rendent pas compte en fait qu'ils sont détruits, eux-mêmes ils sont détruits, qu'ils ont une mauvaise éducation, et là ils ne se rendent pas compte. Et non. C'est ça, et leur Moi, c'est leur normalité. C'est En leur fait, normalité. comme on dit, c'est de l'élevage, c'est pas de l'éducation. Exactement. C'est terme d'élevage. Genre ils ont été éduqués comme ça. Non, c'est réel. Non, je te jure que ces termes-là, je te jure que c'est Élevage. Oui. Moi, je la rejoins complètement. De l'élevage. Je la rejoins complètement parce que Catherine Guéguin, d'ailleurs, perpétuage. Élevage, c'est Alors, une dans un salle, je tiens. Bah ouais, parce que moi, c'est avec cette image-là qu'on se trompe pas tout en fait. Ah ouais, ça perd. Oui, c'est Celui-là, ça il perd. Ouais, d'accord. Et elle a écrit beaucoup de Bah, les livres. gens, ils sont très demandés. Ouais, très demandé, très passionnant. Et d'ailleurs, Catherine Guéguin, d'ailleurs, je vous conseille son livre, parce que c'est une des premières, des pionnières à avoir amené les neurosciences affectives et sociales en France. D'ailleurs, elle a été surprise que la France ne s'intéresse pas plus que ça à ça. On a 30 ans de retard par rapport aux pays scandinaves sur les émotions. Donc, du coup, elle, quand elle a lu une fois, je raconte brièvement son parcours, une pédiatre, elle est aujourd'hui à la retraite, elle a plus de 70 ans, mais elle a vraiment son parcours, ses recherches, elles sont hyper pertinentes et passionnantes. Je m'inspire beaucoup de ses travaux. Et donc, elle explique qu'elle a été pédiatre toute sa vie, et donc elle conseille les parents, par rapport à son instinct, par rapport à son éducation, il faut laisser les enfants pleurer une fois qu'ils ont mangé, etc. Donc elle a donné beaucoup de mauvais conseils par l'ignorance. Et quand elle a commencé un petit peu à s'intéresser aux neurosciences affectives et sociales, des recherches surtout anglo-saxonnes, parce que c'était surtout ça qui dominait il y a 5-6 ans, et même une dizaine d'années plutôt. Et donc du coup, elle a découvert ça, elle était affolée, elle dit mais c'est pas possible. Comment se fait-il qu'en France on n'en parle pas? Comment se fait-il qu'en France on ne fasse pas ce genre de recherche? Donc elle a commencé à s'intéresser de plus en plus. Elle a écrit un premier livre, un deuxième livre, et puis ça a commencé à avoir un gros impact au niveau des médias, etc. Et donc elle s'est dit oulala, il y a quelque chose à faire. Elle a créé un diplôme, elle a écrit un DU, un diplôme universitaire sur les neurosciences affectives et sociales, réservé malheureusement simplement aux professionnels médicaux et de santé. Donc c'est une formation à côté. C'est plus vers ça. Peut-être plus vers moi. Comme ça pour que ça capte aussi tout le monde. Bon, après je parle un peu plus fort, tu me dis. Et donc du coup, j'ai pas la tête orange comme d'habitude, Inès? Parce qu'à chaque fois je suis comme tu comprends? Je suis en live? Oui. Il n'y a que Chloé. Il y a que Chloé, ça va? Ça sera pour les bêtisiers. Les bêtisiers, d'accord, ok. Ah, j'avais oublié que c'était un live. Mince. Donc du coup, oui, donc elle a créé un DU, simplement réservé aux professionnels de santé, et je trouve ça dommage. Bref, tant pis, ça ne nous empêche pas de faire des formations à côté, de développer des formations. Et donc je disais, elle s'est intéressée à ça, donc elle a écrit un livre, et donc elle a fait tout ça. Et puis donc elle a été sollicitée, etc., par les médias, par les... ouais, peut-être même pas. Bon, bref, on va se limiter aux médias. Et du coup, elle dit j'ai pas compris l'ampleur que ça a pris, parce que moi, je ne voulais pas être dans la lumière, etc. Je voulais juste écrire un livre pour dire comme tu dis, en rapport avec l'élevage, c'est qu'à l'époque, il y a très très longtemps, on a gardé cet héritage. On pensait, sous prétexte que les enfants n'avaient pas de cognition, n'avaient pas de l'intellect développé, n'avaient pas accès au langage, etc. On les considérait comme des animaux, en fait. On disait qu'un enfant, il suffisait simplement de lui donner à manger et à boire, et on le mettait au même niveau qu'un animal. Donc là, on se rapproche un petit peu de cette vision de l'élevage. On n'élève pas des enfants, c'est un élevage. Donc à partir du moment où on lui donne à manger, à boire, et on le dresse pour qu'il nous obéisse, on considère que notre boulot, il est fait. Mais c'est le message que nous envoie la société. Parce qu'on est un petit soldat au sein de notre famille, dans le milieu du travail. Il faut être un soldat. Donc, je pense que si c'est... C'est très intéressant ce que tu dis. C'est très intéressant ce que tu dis, Sakina, parce que j'ai fait des recherches
profonde par rapport à cette idéologie sur l'éducation. Comment se fait-il, subhanallah, même religieusement parlant, comment se fait-il, avec tout ce qu'on sait maintenant sur le développement du cerveau de l'être humain, comment se fait-il qu'on soit passé à côté de ça? Comment élever un enfant? Comment l'élever? On ne l'élève pas comme un animal, on ne l'éduque pas comme une chose, mais on le respecte comme un adulte, tu vois. Et en fait, dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a cet héritage qu'on a gardé au niveau de l'autoritarisme. Donc c'est pareil, de tout temps, les peuples ils ont instrumentalisé la religion pour pouvoir imposer un pouvoir spirituel, un pouvoir politique, un pouvoir économique sur le peuple. Donc depuis que le monde est monde, c'est comme ça. Depuis que les peuples existent, les sociétés existent, il y a toujours eu un dévoiement de la spiritualité, une instrumentalisation de la spiritualité pour des fins personnelles, de gouvernance, de richesse, etc. Et cet héritage est resté aujourd'hui dans le domaine éducatif des enfants. Tu vois, le formatage aussi des esprits. Donc c'est un héritage inconscient à la fois et conscient. Tu vois, dans les colonisations, ça parlait de l'Afrique en particulier, mais l'Amérique latine et tout, quand ils ont découvert les nouvelles terres, l'époque des explorateurs, et ben, comment est-ce qu'ils ont voulu dominer les peuples en installant des églises, des machins, ils appellent ça comment? En utilisant la religion. Tout à fait. Pour asseoir leur pouvoir. Oui. Ils appellent ça, comment ça? Des missionnaires. Des missionnaires, exactement. Ils ont utilisé la religion, ils ont installé pour, soi-disant, civiliser ces peuples. Tout à fait. Et en fait, ils ont partout, ils ont utilisé la religion. Ouais, exactement. De tout temps, Et de tout temps. Donc, en fait, on a hérité de ça. Vous voyez, et c'est pour ça qu'on a encore du mal à mettre en pratique tout ça, parce qu'il faut changer les mentalités, etc. Donc, nous, on va revenir sur notre sujet d'aujourd'hui, donc les fameuses maltraitances invisibles, ainsi que les blessures. Je vais vous poser une question. Si vous avez, vous, par exemple, connaissance de certaines sous quelle forme vous pouvez définir la maltraitance invisible, d'après vous? On dirait des exemples de maltraitance invisible. Oui. Des exemples. La définition, on l'a définie plus ou moins tout à l'heure. Mais donnez-moi des exemples, si vous avez des exemples d'après vous, de maltraitance. Étouffer l'émotion d'un enfant. Mmh. Dire tais-toi. Mmh. Ne pleure pas. Mmh. Étouffer son émotion. Ouais, et quoi d'autre? Des cris. Exact. Mmh. Quel autre? Punir un enfant sans savoir en fait pourquoi il fait ça. C'est pour ça que c'est un caprice, c'est que voilà. Exactement, le punir. Mmh. Donc les violences verbales, c'est ça. L'indifférence ou l'ignorance émotionnelle, c'est ce que tu disais, Khira. Vous en avez d'autres? Pareil, comme tu disais, un bébé qui pleure, on ne cherche pas à savoir. On ne cherche pas à le rassurer. L'indifférence émotionnelle. On lui a changé la couche, on l'a mis au lit, on dit c'est bon, en fait, pourquoi Ne tu pas pleures laisser, encore ne pas laisser s'exprimer. Mais ça, est-ce que Ouais. c'est de la maltraitance ou de l'indifférence? C'est de l'indifférence. Ne pas le laisser. Oui, alors là, on parle justement, l'indifférence, c'est une maltraitance invisible. Ok, d'accord. Ça rentre dans le cadre de la maltraitance invisible. Encore, si vous en avez Je d'autres? crois qu'on est la seule autorité et que ce qui porte ses besoins, on s'en fiche. Ouais, c'est l'indifférence aussi. Ouais. Ça peut être quelque chose, ça. Oui, répète ce que tu dis. Élevage, dictature. Non, c'est pas l'indifférence. Ah, moi, je dis les termes comme ça, on s'en rappelle. T'as raison. Ah, sinon, ça passe comme ça. Non, mais c'est vrai. Mais excusez ce qu'elle dit, ça s'appelle, en langage coranique, ce que tu fais, ça s'appelle de la dalaba. Ouais, vas-y. La dalaba, c'est frapper, mais ça veut dire provoquer un choc
C'est génial, ça, ouais. Tu réveilles les consciences. Je suis tout à fait d'accord. Mais vraiment, Khera, je te rejoins à 1000% dans ce que tu dis là. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que ce que tu dis, franchement, c'est super parce que. Non. Ouais, vas-y. J'étais en train de penser. Oui, ce qu'elle a utilisé, dictature, effectivement. Voilà. C'est dicté. Voilà. Il faut à mon mari, aux adultes, ils ont ce comportement. C'est très marrant. Quand je dis à mon mari, je parle de moi aussi. Des fois, on a un comportement avec nos enfants, on s'en rend pas compte. Et puis je dis, mais en fait, on est des petits Pharaons, quoi. Tu sais, quand on lit l'histoire de Pharaon dans le Coran, on pense que c'est une histoire. Mais en réalité, il y a un Pharaon dans chacun de nous. Et c'est à nous de dompter ce Pharaon. Enfin, c'est ce que je dis, moi. Exactement. Donc, on a tous un petit côté dictateur. Et le but, c'est vraiment de retrouver un parfait équilibre, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est bien ce que tu dis. Le terme daraba dans le Coran, c'est de choquer, provoquer. Et on a vraiment, aujourd'hui, on a vraiment besoin de ça. Pour éveiller la conscience, justement. Pour éveiller on a vraiment besoin dans les mosquées. Vous voyez, je ne sais pas si vous êtes rendu compte que on marche sur des œufs dans les mosquées, on n'ose pas, on n'ose pas perturber l'assemblée. Alors tu vois par exemple l'imam qui va dire oui, alors attention, faut faire attention, faut respecter les parents parce que ça va toujours que dans un sens, on est d'accord, les enfants on les oublie, on oublie que la relation parent-enfant, ça va dans les deux sens. Là, on met toujours encore en avant en 2024 le respect des parents et le respect des enfants, non d'un chien, excusez-moi l'expression, mais au bout d'un moment, voilà, au bout d'un moment, ça suffit. Ok, d'accord. Donc du coup, et parfois c'est et voilà, donc l'imam va élever la voix, puis après à la fin de son discours. Excusez-moi si j'étais un petit peu offensant. Offense-nous. Mais à l'époque du prophète sallam, les compagnons, avec Omar al-Khattab, il avait le bâton, et là, quelqu'un qui se comportait mal, il était un coup de bâton sur le dos. Bon, après, ça a discuté, la violence, ça se discute, mais en tout cas, il n'hésitait pas. Tellement il était pris par cet engouement, par se dire, mais attention, mais comme vous comprenez pas les choses. Au bout d'un moment, ça suffit. C'est bien d'être bienveillant, mais il y en a, ils ont besoin, comme tu dis, excuse-moi ton prénom, Myriam, de la daraba. Il y a des gens, ils ont besoin de claques pour les réveiller. Surtout quand il s'agit de l'éducation des enfants. C'est quand même un rôle super important, c'est l'avenir des sociétés. L'enfant, il n'a rien demandé, m'skin. Il est là avec un outil, il est là avec des dispositions, mashallah, divines, et on a beau parler dans notre communauté de fitra. Mais c'est quoi la fitra, nom d'un chien? Excusez-moi, je savais 2 fois que je dis nom d'un chien. Mais c'est quoi la fitra? C'est un enfant, en fait. C'est dingue, Parfait, c'est un enfant. Et c'est les parents qui tuent la fitra de l'enfant. Complètement. Je suis à 100% d'accord avec toi. On tue pas une fille, on l'étouffe. Oui, pardon. Voilà. Du coup, ça, oui, ça. Toi, tu veux tout d'abord. Oui. Mais c'est super. C'est génial parce que moi, parfois, la vérité, je me retiens. Mais non, mais moi, j'approuve. On va s'appeler de ce qu'elle dit, de ces mots, on va se rappeler. Écoutez-moi. Moi, je te dis franchement, Myriam, moi, je te rejoins à 100%. Parce que parfois, je me retiens, je vous assure, je me retiens, mais des fois, au bout d'un moment, tu peux plus te retenir. Quand tu vois que la société est en danger, tes enfants sont en danger, au bout d'un moment, il faut employer des mots qui fâchent. Et moi, je te rejoins à 100% quand tu dis tu tues. D'ailleurs, Inch'Allah, le prochain livre que je suis en train d'écrire, ce sera « Ne détruis pas ton enfant ». Ne le détruis pas. Tu es en train de le détruire avec une éducation invisible. Maintenant, il faut employer les mots qui fâchent parce que les gens ont du mal à comprendre. C'est bon au bout d'un moment de marcher, de marcher des... N'étouffe pas, ça fait là. Ah non, mais moi, c'est universel. Moi, c'est pareil. Non, dans ce cas, tu dis n'étouffe pas son soi authentique. Parce que fitra, c'est un soi authentique. Détruis pas ton enfant, khalas. Détruis pas ton enfant. On parle pas chinois. La vérité, on parle pas chinois. Détruis parce que tu détruis ton gamin, khalas. Au bout d'un moment. On a une responsabilité. Eh bien À oui. ce point-là. Sinon, on se dit oui, faut la religion, faut le cadrer. Parce que nous, dans le cadre, Oui. faut l'enfermer, etc. Mais quand l'enfant il va grandir, déjà il fait ses propres choix, c'est Allah qui guide. Mais on aura à répondre de la base. Qu'est-ce que tu en as fait? Comment tu l'as développé? Quel outil tu lui as donné? Parce qu'en vrai, subhanallah, on est tous des êtres exceptionnels. On peut tous tout faire. Faut se dire ça dans la tête. Et malheureusement, Complètement. on ne le dit pas.
Et du coup, ma petite ouvrier comme ça, avec les blessures qu'on a en plus, on se dit, bon, bah, moi, je suis pas capable. De toute façon, à la maison, on dit toujours, je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle. Donc, je suis nulle, de toute façon. Et ce point-là, c'est de ça. J'ai envie de, si on me permet, là, de faire, t'as vu, Il faut, on est là pour ça. Exprimez-vous, les Elle a filles. dit qu'Allah il guide, c'est un truc qui m'est venu à l'esprit quand elle a dit ça. Elle a dit qu'Allah il guide qui il veut. En réalité, c'est Allah il guide qui le veut. C'est ça. Qui veut, Et ce qui m'est venu à l'esprit, qui le veut, et donc Allah il le veut. Oui, il répond. D'accord. Mais ce qui m'est venu à l'esprit quand elle a dit ça, je me suis dit Allah il guide qui le veut. Mais finalement, c'est de notre responsabilité en tant que parents de faire en sorte que l'enfant ait envie d'être guidé. Alors, c'est super intéressant ce que vous dites. Donc, du coup, quand on dit c'est notre responsabilité, parce que l'enfant, quand il est la fameuse... Alors, je reviens sur la fameuse fitra. La fitra, on l'a compris, la prime nature, c'est, comme dit Maria Montessori, une excellente chercheuse psychiatre scientifique, parce qu'on va arrêter avec l'étiquette de les pédagogies Montessori, les bouts de bois et voilà et les billes. Maria Montessori, Mskina, se retournerait dans sa tombe aujourd'hui quand elle verrait ce qu'on a fait de sa pédagogie. Elle appelait pas ça une pédagogie. Donc, du coup, la très très grande dame respectueuse que je respecte à 1000%, Madame Maria Montessori, psychiatre et scientifique qu'elle était, chrétienne. Elle a écrit beaucoup de livres sur la spiritualité et l'enfant, qui ont été mis un peu de côté, tu vois. Elle donne des termes, mais, mashallah, exactement ce qu'on a envie d'entendre, nous, en tant que religieux, en tant que spirituel ou musulman, ou peu importe ta religion. Elle donne des termes comme le dessein, la fitra, la prime nature. Dieu, c'est le dessein de Dieu. C'est pas une page vierge, c'est pas une coquille vide. Attention à ces termes-là, on l'entend souvent. Un enfant, c'est une coquille vide, c'est une page vierge qu'il faut remplir. Non, non et non. Un enfant, il vient déjà structurer, c'est la fitra par excellence. C'est la création divine, c'est le dessein de Dieu. C'est à nous d'apprendre à travers l'enfant parce que Dieu nous amène un cadeau. C'est la pureté même divine, donc elle ne peut être que parfaite. D'accord? Immature, certes, mais parfaite. D'accord? Donc, nous, et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a descendu cet enfant déjà avec toutes ses prédispositions. Il aurait pu le descendre avec des dispositions fonctionnelles où il n'a pas besoin de l'adulte. Non, parce que le lien social est important. Nous sommes tous des êtres de liens sociaux. L'humain a besoin d'un autre humain pour grandir, pour s'élever. Et ça, c'est une miséricorde de Dieu. Donc, dans la perfection divine, il y a aussi cette relation entre l'enfant qui a déjà toutes les structures, qui a un enfant qui est parfaitement dessiné par Dieu, mais Allah a fait en sorte qu'il y ait une relation avec un autre humain, un autre être humain, pour qu'il puisse s'élever, pour créer cette cohésion, cette empathie et cette fraternité entre les humains. Donc ça, on a tendance à l'oublier. Donc l'enfant, quand il naît, c'est la création de Dieu, comme dit Maria Montessori, le dessein de Dieu. Et même avant, même quand elle formait les éducatrices, elle mettait même dans la classe, pour aider les éducatrices à se souvenir de ça et de la connexion avec le divin, ils devaient réciter une invocation qu'elle avait affichée dans les classes. Et cette invocation, je vais la dire avec mes mots, je l'ai notée, mais là, j'ai pas accès à mon téléphone. Ça va prendre un petit peu de temps, je crois, parce que je ne sais pas si je l'ai effacé ou pas. Normalement, non. Mais je l'ai, je l'ai enregistré tellement j'ai trouvé ça super intéressant. Et ça nous parle, nous, en tant que musulmans, déjà. Alors, voilà. J'espère que je vais tomber dessus rapidement, sinon je vais le dire avec mes mots, d'accord? Alors, tac, tac, tac. Alors, encore 3 secondes. Si je trouve pas, je vais... attendez. Bon, c'est pas grave, je vais le dire avec mes mots, d'accord? Non, donc je vais l'interpréter, je vais le dire avec mes mots, mais voilà, essayez de voir s'il y a une petite écriture. Bref, pas grave. Ô Seigneur, alors l'invocation c'était ô Seigneur, aide-moi à comprendre l'enfant. Ô Seigneur, aide-moi à comprendre l'enfant et à m'aider dans son développement pour qu'il s'épanouisse le mieux possible, du mieux possible, etc. En tout cas, c'est pas grave Inès. En tout cas, c'est un doha, comme on dit
chez nous les musulmans, un doha, qui aide à chaque fois, qui formate, qui nous conditionne, qui conditionne toutes les éducatrices à comprendre que c'est une création divine et on demande à Dieu de la comprendre et de lui donner tout ce dont elle a besoin pour s'épanouir. Allez ? Donc ça, les éducatrices, quand elles rentraient dans la classe, elles devaient réciter ça pour se conditionner, se connecter à ça. D'accord ? Oh Allah, fais en sorte que je comprends ta création. Voilà, globalement c'est ça, par traduction. D'accord ? Et cette dame-là, donc, elle avait compris ça. Vous voyez ? Elle avait compris ça. Et Mskina, à la fin de sa vie, elle est morte à 82 ans. Maria Montessori, Allah yarhamha, Mskina. Elle est morte à l'âge de 82 ans. Et Mskina, les derniers instants de sa vie, elle disait quoi à ses petits-enfants, notamment sa petite fille. Elle disait, oh, si j'avais ma petite fille, ils n'ont rien compris, ils n'ont rien compris, ils n'ont rien... Elle a répété 3 fois. Et non, avec tous les travaux qu'elle a fait, tout ce qu'elle a, l'héritage qu'elle nous a laissé, elle dit, oh ma fille, ils n'ont rien compris. Elle l'a répété 3 fois. Ils n'ont rien compris, ils n'ont rien compris. Moi, je leur montre la lune, eux, ils regardent mon doigt. Là, ça me donne même des frissons. Parce qu'on en est encore là aujourd'hui. Quand on parle d'éducation, et moi, c'est le constat que je fais. Quand je parle de ça, quand je parle des dernières découvertes que les neurosciences ont faites, la psychologie cognitive, toutes ces sciences, machallah, qui s'intéressent à la nature humaine, c'est pas tellement pris au sérieux. Il y a encore les gens, ils ont du mal encore à accepter. Donc c'est comme si c'est des simples théories, etc. Donc ça leur parle. J'ai l'impression que ça ne leur parle pas. Vous voyez ? Alors que c'est super, super, super grave d'ailleurs de pas s'intéresser à ça, parce que on s'intéresse à la nature humaine, à la création de Dieu, et ça va. Ça fait partie, ça fait pas partie, c'est la religion tout simplement. C'est la religion. Hein. C'est-à-dire que Allah, il nous a envoyé des prophètes avec des livres pour nous éduquer, pour comprendre comment on fonctionne, pour comprendre le monde. Il nous exhorte à aller découvrir et rechercher sa création à travers la science, que toutes les sciences humaines, naturelles, biologiques, spirituelles, tout ce que vous voulez, pour nous comprendre. Et nous, on n'a pas compris ce message. Voilà. Donc, on disait, pour revenir aux fameuses blessures, la violence, donc on avait dit, ouais, globalement, on les a survolées. Hein, vous avez dit, donc, négligence émotionnelle, indifférence. Qu'est-ce que vous avez dit ? Mais c'est quand les enfants sont grands. C'est les parents qui culpabilisent l'enfant, dans le sens où je t'ai porté 9 mois, je t'ai nourri, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça. Voilà, exactement. Tu me dois. Tout à fait. Tu me dois si tu me dois ça. Tout à fait, exactement. Alors, elles font partie. Cette remarque-là, Maïva, donc je répète ce qu'a dit Maïva un peu plus fort. Donc un peu le chantage affectif hein, avec l'enfant quand il grandit, on le retrouve beaucoup, surtout dans notre communauté. Hein. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi, t'es ingrat. Et en plus de ça, dans la religion, il est dit que c'est le respect des parents. Et il y a malheureusement beaucoup de parents qui en jouent et qui profitent de cette entre guillemets de cette exhortation de l'enfant à respecter le parent. Ils utilisent la religion, ils instrumentalisent la religion à des fins personnelles et donc il y a beaucoup de manipulation et c'est très grave. J'ai eu le cas moi par expérience au cabinet des personnes, des femmes, les pauvres, c'était très souvent hein, quand elles venaient pour régler des problèmes et se soigner par rapport à leurs blessures, c'était très souvent lié à la maman. Et c'est ça qui est étonnant. Directement la maman qui malheureusement impose sa dictature, hein, c'est la dictature émotionnelle et ceci et cela et tu me dois ci, tu me dois ça, et elle en profite et sous prétexte que dans la religion il est dit le respect des parents, eh bien ça fait des catastrophes, voilà. Donc on oublie le respect des enfants. Donc ok, tu respectes tes parents mais t'es pas obligé de les aimer. Des fois ça choque quand je dis voilà oui mais ma mère ceci, oui mais attends oui mais c'est ma mère, je suis obligée de l'aimer, je suis obligée de la respecter. Non. C'est un non-sens de dire tu dois aimer quelqu'un qui te maltraite. C'est pas normal. Biologiquement, psychologiquement, on ne peut pas accepter ce genre de propos, d'explication ou de dire voilà, sous prétexte que c'est ton parent, tu es obligé de lui apporter de l'affection. On devient schizophrène. Comment tu veux aimer quelqu'un qui te fait du mal? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens.
Le respecter, ok, parce que tu as compris que c'est ton père ou c'est ta mère, elle a ses blessures, mais tout ça, ça lui appartient. C'est à elle de faire ce travail pour se soigner. Tu n'en prends pas la responsabilité. C'est son problème. D'accord? Donc, si elle te maltraite, si elle te parle mal, parce qu'elle a vécu ça, Sakine, ils ont eu une vie dure, ok, c'est vrai, les parents ont eu une vie dure, les pauvres, je les plains, leur cerveau, il est complètement déglingué, c'est la vérité, par l'histoire, par l'éducation, par la culture, par les traditions. C'est vrai, d'accord, ils ont subi tout ça, d'accord. Mais moi, enfant, j'ai rien demandé. Pourquoi, sous prétexte que les parents m'ont éduqué, ma mère m'a porté, mais j'ai rien demandé, je lui ai pas demandé de me faire. Mais c'est vrai, quoi. Je suis là, subhanallah, j'ai pas demandé à naître, j'ai pas demandé à être ton enfant. Donc, ok, toi, tu as eu des problèmes, tu as des bagages, tu as des blessures, etc. Je respecte les blessures. Ok, je respecte ma mère, je respecte mon père, je respecte son histoire, je respecte ses blessures, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a aucune raison, ça c'est impardonnable, d'accepter que que les parents maltraitent les enfants sous prétexte qu'ils ont eu des blessures, sous prétexte que ce sont nos parents, que en islam on doit les respecter, etc. Tu peux les respecter, mais t'es pas obligé de les aimer et ça justifie pas le fait qu'ils te maltraitent. D'accord? Donc, et même s'il faut couper avec le parent maltraitant, tu coupes avec ton parent maltraitant pour pouvoir te reconstruire. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, faut arrêter, d'accord? Je veux dire la flagellation et comment dirais-je le masochisme. Au bout d'un moment, musulman, ça suffit, quoi. C'est mes parents, je suis obligée, je peux pas couper les liens du sang, c'est haram, les liens du sang, c'est haram. Les liens du sang, c'est haram. Comment ça? Mais si ces liens sont toxiques pour toi, tu vas encore continuer à te lier à une toxicité? Tu vas continuer à t'empoisonner? Non, je suis désolée, tu t'empoisonnes pas. Je coupe avec le mal. Je coupe avec le mal parce que j'ai pas le choix. Ça va de ma santé mentale, avant tout. En fait, il faut faire une distance émotionnelle. Exactement. Il faut faire une distance émotionnelle pour après reparler. Sinon, on est toujours dans le cercle. Exactement. Après, il y a des personnes qui peuvent pas encore faire de distance émotionnelle, donc elles sont obligées, tout à fait, de faire je suis tout à fait d'accord. Commencez par, c'est ce que je leur conseillais avant, je leur disais, une distance émotionnelle, d'abord. Si on n'est pas capable, c'est trop dur, distance physique. Et après, on fait un travail. C'est pas couper pour couper. Vous voyez? On est là pour résoudre des problèmes. D'accord? On n'est pas là pour les aggraver. Donc, on coupe momentanément le temps de se reconstruire. On est intelligent, on réfléchit. Et ensuite, progressivement, on revient. Et ça fait un bien fou. Le nombre de dames qui sont venues me voir, et elles ont fait réellement ce travail, mais vraiment, hein, elles ont vraiment pratiqué, mis en pratique tous ces conseils, etc. Elles reviennent, mais grandies, mais incroyables. C'est-à-dire que elles se sont redécouvertes, elles ont redécouvert le lien qu'elles avaient avec leur maman. Et là, elles ont commencé elles ont accepté, pas accepté, elles ont commencé à l'aimer. Vous voyez? À partir du moment où elles ont pu couper avec elle, faire ce travail, voilà, ce travail personnel, psychologique, et donc du coup, progressivement, eh bien, elles ont vu que la relation, et puis comme elles ont compris tout ça, elles ont fait un travail sur elles-mêmes, la relation inconsciemment, elle change aussi avec la maman. La maman, ça a un impact direct sur la maman. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme si l'enfant avait fait une partie du travail que la maman devait faire, donc quelque part. Et donc du coup, elle se remet à se reconnecter à sa maman, elle apprend à l'aimer et elle la voit d'un autre œil. Elle dit, la relation s'est hyper améliorée depuis que j'ai fait ce travail, depuis que j'ai compris que non, sa souffrance, c'est sa souffrance. Elle n'a pas à me l'infliger. Voilà. Bon, ça, c'était la parenthèse. On revient sur donc la maltraitance, comme tu disais effectivement, Maïva. Oui, tout à fait. La maltraitance donc émotionnelle et la manipulation émotionnelle du parent. Alors, je vais vous en citer d'autres. Donc, on avait dit l'indifférence ou l'ignorance émotionnelle, hein, c'est ça. Les attentes irréalistes ou le surmenage. Il y a beaucoup de parents qui ont des attentes incroyables auprès des enfants. Oui. J'allais rajouter juste un truc. Oui, vas-y. Les messages paradoxaux. Ouais, vas-y, donne un exemple, Rera. J'en ai pas un qui me vient, mais je vois de quoi je parle. Ça peut être dans une même phrase, on va dire deux messages qui sont complètement opposés. Ah, et du coup, ça crée non, un c'est comme quand on s'engueule un petit,
Ouais. Ah oui. Arrête de rigoler. Enfin, Arrête de crier. Voilà, arrête de crier. Et toi, tu cries. Toi, tu cries. Ouais. Ouais, mais c'est carrément Ah. dans la phrase. Là, par exemple, j'en ai pas qui viennent, ça va me Ouais, ça va venir. N'hésite pas à le dire que ça te revient. Ouais, mais ça, c'est. Oui. c'est- Donc des messages paradoxaux. Paradoxaux, ça Ouais, veut dans dire une phrase, message deux paradoxaux, choses. c'est-à-dire que dans la même phrase, dans la même phrase, il y a deux notions mais qui sont contradictoires. Du coup, l'enfant, Il est- là, ça comprend rien. Il comprend ouais, rien. là, ça crée carrément, ça détruit psychologiquement. Ah, complètement. À force de les entendre, ces messages. Ah oui, oui, ça détruit complètement, effectivement. Ouais, l'enfant, il ne sait pas sur quel pied danser. Donc, les attentes irréalistes ou le surmenage, pression à la performance, hein, imposer des objectifs inatteignables ou exiger l'excellence dans toutes les matières, par exemple à l'école, ou l'exigence, voilà, l'excellence dans autre chose qu'à Tu l'école. leur dis, oh, bah, je te demande que 12 sur 20. Bah, il y en a qui vont s'endormir sur leur oreiller, ils vont descendre à 9 sur 20. Et déjà, voilà, et déjà demander à l'enfant, bon, on ne demande pas à l'enfant de ramener une note, c'est pour lui, c'est pas pour les parents, déjà pour commencer. Non, Donc, et quand tu lui dis, ouais, je te demande pas grand-chose. On leur demande Oui. pas grand-chose. Mais même pas, même cette formulation. Je te demande pas grand-chose, Ouais, mais t'as rien à lui demander. ouais, ouais. Bah, Et le travail, c'est pour lui. Le travail, c'est en lui expliquant que c'est pour lui, quoi. oui, mais on n'a même pas besoin. C'est même pas en lui expliquant, parce que là, en lui expliquant, ça veut dire que tu verbalises sa volonté de vouloir qu'il t'amène des notes. Tu vois? Non, c'est pour toi. L'enfant, il faut comprendre que, subhanallah, l'image que moi je donne souvent, je me dis, reprendre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il respectait aussi bien les enfants que les adultes. Et ce respect-là, on le retrouve dans les écoles pédagogiques comme l'école, bon, je ne vais pas citer de nom, mais pas mal d'écoles pédagogiques, pédagogie alternative, où l'enfant de 3 ans est au même niveau que l'enfant de 18 ans. L'enfant de 2 ans et demi qui rentre dans cette école, il est au même niveau que le directeur d'école qui a 50 ans, dans le respect. D'accord? Et le prophète sallam, c'était, subhanallah, sa façon de faire. C'était ses enseignements. On respecte chaque individu. De là même à respecter les animaux et la végétation et tout ça, ça va, on est dans un autre domaine encore. En tout cas, le prophète ne faisait pas de différence au niveau du droit, quel que soit l'âge de la personne qu'il avait en face de lui. Ok? Donc, on se dit, un enfant, j'ai plein d'exemples, des anecdotes. Vous voulez des petites anecdotes? Voilà, des petites anecdotes. Voilà, Sakina, t'es assise ici, tranquille et tout. Elle a quel âge ta fille, Honeda, je veux dire 13 mois. 13 mois. Elle marche et tout, ta. Et Sakina va se lever, elle va prendre un verre d'eau, et puis la petite, hop, elle s'installe, elle s'assoit. Sakina, connaissant Sakina, mashallah, Sakina, elle a toujours respecté les enfants, quel que soit leur âge, et ça, j'ai toujours été admirative de ça depuis que je te connais, Sakina. Son instinct, mashallah, il est très juste. Sakina, je sais ce qu'elle va faire. Sakina, elle va pas lever l'enfant pour reprendre sa place, elle va s'asseoir à côté. Ou elle va prendre une chaise et elle va s'asseoir à côté de l'enfant. Voilà. Mais en temps normal, voilà. On fait quoi? Hein? Voilà. Après, voilà. Je prends ma place, mais tu laisses Voilà. Donc, en règle générale, après, effectivement, il y a d'autres façons de faire. Je vais dire Ronald à chaque fois. Jojo, il y a d'autres façons de faire. Quand il n'y a pas de solution, on trouve une alternative, mais sans entraver, voilà, sans entraver le respect, etc., tout en respectant l'enfant, etc., et ses besoins, etc. Donc, en général, qu'est-ce qu'on va faire? Ou alors, je dis 1 an et demi, on peut dire même 3 ans. Allez, 3 ans. Allez, on va aller jusqu'à 5 ans. 1 an et demi, tu peux le porter, etc. 5 ans. Un enfant de 5 ans. Voilà. Un enfant de 5 ans, Sakina, je sais qu'elle va prendre une chaise ou elle va s'asseoir à côté de lui s'il y a de la place. En général, on va faire quoi? Hop, on s'assoit, l'enfant revient. Eh, mais t'as pris ma place. Oh, ben, en général, les gens, ils font quoi? Ouais, c'est bon, vas-y, il va continuer à jouer. Ou, bah, tiens, prends cette chaise et tout. Non, mais t'as pris ma place. Déjà, très peu d'enfants vont commencer à exprimer ou affirmer leurs droits. Très peu d'enfants à 5 ans. Alors, voilà. Donc, l'adulte, comment il va se comporter? Ben, il va se comporter comme un adulte autoritaire. Un dictateur, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et là, pourquoi? Sous prétexte que c'est un enfant. On reprend, on réimagine la scène. On rembobine le film. Hop, Sakina se lève. Et il y a Khera qui est là debout et tout. Elle voit une place de libre. Elle ne sait pas que c'est la place de Sakina. Elle va s'asseoir. Sakina revient. Qu'est-ce qu'elle va faire? Sakina, elle va faire la même chose qu'avec le petit enfant de 5 ans.
Tu vois. Et même le petit enfant de 5 ans, voilà. Et même le petit enfant de 5 ans, quand il va voir Sakina et puis qu'il voudra lui rendre sa place, Sakina va lui dire non, c'est ta place. Moi, je vais chercher une autre chaise, je vais m'asseoir à côté de toi. Et Sakina aura fait la même chose à l'adulte. L'adulte, il voudra se lever. Oh, c'est ta place, excuse-moi, j'ai pris ta place. En général, qu'est-ce qu'on fait par politesse? Non, vas-y, c'est bon, t'inquiète, je vais chercher une chaise. Mais quand c'est un enfant, l'enfant se lève, hop, on prend aussitôt sa place, et même pas. On veut dire, tu vires, va jouer avec tes copains là-bas. Tu vois? Et ça, c'est... Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Pourquoi Meskin? Sous prétexte qu'il est plus jeune, qu'il a moins de défense, qu'il est vulnérable, l'autoritarisme, encore une fois. De quel droit tu te permets d'entraver les droits de l'enfant sous prétexte qu'il n'a pas ton âge ou sous prétexte que ça reste un petit enfant vulnérable et qui n'a pas cette capacité de revendiquer ses droits. Et quand bien même quand il les revendique, oh là là, ça va pas la tête ou quoi? Qui c'est qui commande? C'est moi, je suis l'adulte, tu me respectes. Non, mais est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux me rendre ma place, s'il te plaît? Moi, des fois, je dis ça, moi. Si tu dis ça à un adulte, Non, à un enfant, oui, tu lui dis ça. Non, mais si par exemple, le considérer, c'est ça, oui, c'est ça. Juste pas dire, c'est le considérer en lui demandant. tout à fait. Et après, là c'est une scène où l'enfant prend de place, tu le considères effectivement. Et après, je vais inverser, aussi j'avais pas fini cet exemple-là, l'inverse. L'enfant est assis, il se lève pour aller prendre 2 minutes quelque chose, l'adulte voit une place de libre, il s'assoit. L'enfant vient, il dit ma place. Qu'est-ce que l'adulte répond? Enfin, c'est plus, cet exemple, il tend plus vers ça que, hein? Comment? Voilà. Voilà. Donc, du coup, qui va à la chasse perd sa place, tu vas dire ça à un enfant, c'est-à-dire que t'as pris, ouais, pour rigoler. T'as pris la place de l'enfant, tu lui dis, il revient, ah, mais Tata Rachida, t'as pris ma place. Qui va à la chasse perd sa place. Et si un adulte vient et tu lui prends sa place, t'aurais dit qu'il va à la chasse perd sa place. Ah oui, non, ça, on est dans l'humour. Mais vous avez compris, en fait, vous avez compris le principe. Voilà, clairement, vous avez compris le principe. C'est prophétique, Oui, bien sûr. avec le verre d'eau, le prophète. Exactement. Il respecte le droit, aussi bien le verre d'eau, effectivement, tout le monde connaît, enfin, je pense qu'il connaît ce hadith, où il donne le verre d'eau, le respect à droite de l'enfant, quel que soit, même si la personne âgée est à gauche, il va respecter le droit de l'enfant à droite. Oui. Imaginons un adulte prend la place d'un enfant, Oui. et après l'enfant il fait une crise pour récupérer sa place. Comment on doit réagir? Voilà. Ça arrive les enfants qui font des crises pour rien. Et exactement. Alors, un enfant ne fait jamais une crise pour rien. Et c'est ça, voilà. Ça a bien fait de préciser ce terme-là, pour rien. Un bébé d'une semaine, quand il pleure alors qu'il a mangé, qu'il est changé, qu'il n'est pas malade, qu'il a tout, s'il pleure, ça sera jamais pour rien. Pas un bébé. Ouais, un exemple. Hein. Vraiment l'exemple de Ouais. j'ai pris la place d'un enfant parce que j'ai pas vu que c'était sa place. Ouais. Il revient, il me dit ouais, bah t'as pris ma place et tout. Ouais, Et en fait, bah j'ai pas envie de le rendre sur le moment. Et en fait, il pleure. voilà. Il tape les pieds par terre. Exactement. Donc, il pleure, il tape les pieds par terre. C'est un enfant en crise, mais il est en train de manifester. Il revendique ses droits. Il est mécontent. Il manifeste son mécontentement. Et il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. C'est l'exemple qu'on vient de citer à l'instant. Pareil, il y a quelqu'un qui se lève, un adulte se lève, tu lui prends sa place. Il revient. Tu lui dis non, je te rends pas ta place. Comment il va le prendre, l'adulte? Bon, l'adulte, il se contrôle, parce qu'il contrôle ses émotions, etc. Voilà. Et un exemple. Mais de toi-même, un adulte, voilà. Mais dans le respect, un adulte lambda, tu vas lui rendre la place. Tu vas même à peine il s'approche, il a même pas, il rentre dans la pièce, t'as compris que c'était sa place, tu vas te lever direct, par respect, c'est pas par peur, par respect. D'accord? Et l'enfant qui vient et qui demande sa place, lui, à la différence de l'adulte, c'est que sa maturité émotionnelle, elle n'est pas encore installée. On disait tout à l'heure, l'enfant qui se roule par terre et qui crie, voilà, ses fonctions exécutives, la partie préfrontale de son cerveau n'est pas suffisamment mature pour calmer ses émotions. Donc, qu'est-ce elles vont faire, ces émotions? Elles vont s'exprimer, mais il n'y aura pas de canalisation. Il n'y aura rien qui viendra tempérer parce que c'est pas suffisamment développé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? La seule façon d'exprimer son non-droit, c'est de se rouler par terre. S'il avait une maturité émotionnelle, grâce au développement de son cortex préfrontal, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait dit,
Maïva, s'il te plaît, ma place. Tu lui dis non. Il va se contrôler, il va pas se rouler par terre. Tu as déjà vu un adulte qui se roule par terre si tu lui rends pas sa place. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Mais je suis désolée, j'étais là quand même avant toi. Oui, mais hein, vous allez vous expliquer, vous allez rentrer dans un débat, vous allez peut-être dans un conflit, etc. Mais en tout cas, il va exprimer, comme dans le bus, exactement. Sauf si la personne est introvertie, etc. Mais bon, elle va avaler son mécontentement, mais ça veut pas dire qu'elle sera d'accord avec ça, etc. Donc c'est parce que c'est sa personnalité, elle n'a pas cette capacité d'exprimer voilà ce qu'elle ressent, etc. Mais vous avez compris en fait là où je veux en venir, vous voyez? Donc oui. Moi, il y a une réaction pour d'enfants du même âge. Mm. Parce qu'il y a des enfants du même âge qui ne vont pas se rouler par terre et tout. Parce qu'il y a des comportements d'enfants rois. Mhm, mhm. Donc même, tu parles d'immaturité, mais on ne va pas mettre pour la totalité, parce qu'il y a des gamins, c'est pas une immaturité, c'est... non, c'est parce que l'enfant est roi. Bah, Alors, c'est comment, ça, et ça comment, vient de cette oui, là, des mais parents. comment gérer? Parce Voilà, qu'il y a des bah, enfants qui ne vont pas se rouler, même si on lui prend sa place. Bonne remarque, tu peux le dire plus fort, Rachida, ce que tu as dit? L'enfant roi, ça vient des parents. Moi, Oui, j'en ça, ai- moi, j'en ai ça, vu, je suis, moi. non, ça, je suis d'accord. Mais comment c'est, non, c'est au niveau de... Vas-y, On leur apprend à- vas-y, Rera. Vas-y, dis, interviens. Non, en fait, enfin, non, c'est pas ma conférence. Mais Rera, c'est pas une conférence, c'est un groupe de parole. On est là pour partager notre savoir. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a des réactions différentes d'un Non, enfant à un ouais, autre. Bah oui, d'un enfant à un autre. Et moi, je pense, après la règle, je dis comme c'est le cerveau limbique qui est impliqué, c'est les dominants. Mhm. Donc, le cerveau limbique, il est impliqué dans la réaction de peur, c'est-à-dire la fuite, la paralysie ou le combat. Mhm. Donc, il y a des enfants, en se roulant par terre, ils sont dans le combat. Mhm. Il y a des autres enfants, ils vont s'inhiber. Mhm. Tu vois. Donc, c'est pour ça que les réactions sont différentes. Ouais. Il va s'inhiber, il Mhm. va fuir. Mhm. Tu vois. Donc là, c'est pareil, c'est la manifestation d'une émotion. On sait bien que le stress, en cas de stress, il y a 3 façons, comme tu viens de les citer, Khira, de réagir. Ça a été connu. Donc c'est plus le cerveau reptilien. Tu vois, il y a le cerveau émotionnel, il y a le cerveau. Limbique et reptilien, c'est pas la même chose. Non, il y a reptilien, c'est le premier, c'est les instincts, c'est la fuite, le combat, l'animal. Après émotionnel, c'est un peu plus élaboré. Tu vois, on a des émotions, etc. On est moins dans l'instinctif. Et ensuite, il y a le cerveau. C'est pas la même chose que reptilien. Non, limbique, c'est émotionnel. Ah, émotionnel, là. Voilà, il y a le cerveau archaïque, c'est donc le cerveau reptilien archaïque, le plus ancien, donc l'équivalent du cerveau des animaux. Ensuite, il y a le cerveau émotionnel, le cerveau limbique. Et ensuite, il y a le cerveau supérieur, le cortex supérieur, où se trouve le cortex préfrontal, orbitofrontal, et si on rentre dans les détails, cortex singulaire antérieur, etc., qui communiquent, bon ça, on rentre pas dans les détails, vous le verrez lors de la prochaine conférence, pour comprendre comment le cerveau de l'humain fonctionne. Hein? C'est quoi les trois, tu disais les trois réactions face au stress, la fuite, Je vais les citer. le combat, Alors voilà, je voulais revenir sur ce que disait Khira. Donc, il y a, lors d'un stress intense, l'humain a 3 réactions. Donc la première, on n'est pas dans l'ordre, mais je vais citer la réaction numéro 1. Donc, c'est la fuite. Donc, on est soit dans la fuite, soit dans l'attaque, soit dans la sidération. Et nous, on peut l'évaluer nous-mêmes. Vous voyez, quand on est dans une situation de stress, on peut se dire, ouais, moi, voilà, quand je suis stressée, quand j'ai peur, quand il y a quelque chose comme ça que j'ai du mal à maîtriser, comment je suis en général? Ça dépend du contexte. Hein. Et parfois, il y en a qui vont dire, moi, je suis beaucoup plus dans la sidération. J'en avais discuté une fois avec une personne. Elle me dit, moi, dans des situations de stress, je bug, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Je suis comme ça, je suis sidérée. Voilà. Il y en a d'autres, c'est l'attaque. Ça peut être verbal aussi. C'est physique ou verbal. Et il y en a d'autres, c'est ouais, ok, j'ai rien dit, c'est bon, voilà, j'ai rien dit, et hop, je me barre. Tu vois, je pars et tout, je veux pas affronter. C'est la fuite. Oui. Et l'enfant, étant donné que son cerveau émotionnel est immature, donc la maturité plutôt, voilà, la maturité du cerveau préfrontal n'est pas présente, donc forcément il va y avoir un impact sur le cerveau émotionnel qui n'est aussi pas mature. Et bien l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réagir un peu comme les animaux. Dans une situation comme tu décris, Sakina, eh bien un enfant lui prend son jouet, un enfant de 3 ans.
Surtout, on va dire 2 ans. On va dire plutôt 2 ans. 2 ans, ils sont beaucoup dans l'individualité, tu vois. C'est à moi, etc. Faut respecter cette façon de voir les choses, parce que jusqu'à 2 ans, l'enfant, il est pas encore conscience de l'autre. Ça après 2 ans, tu vois, en moyenne. Hein. 1 an et demi, 2 ans, sauf si les parents ont fait leur travail. Tu vois, donc et voilà, et sauf si les parents se sont pris à l'avance. Donc entre 1 an jusqu'à 1 an et demi, on dit souvent les enfants 1 an et demi, 2 ans, ils sont beaucoup dans l'individualité. C'est à moi. Et donc c'est pas de l'égoïsme. Il y a des parents qui vont traduire ça par oh là là, non, faut que tu partages, etc. On partage. T'inquiète, l'enfant, Allah il l'a créé avec toutes les valeurs universelles. T'as rien à lui apprendre. Le partage, le bien, le mal, il connaît ça mieux que toi. Il connaît ça mieux que toi parce que des études ont été faites sur des enfants très jeunes, dès la naissance, où des chercheurs ont démontré que l'enfant de quelques mois savait reconnaître le bien, le mal, il doit aider, qui il doit rejeter, etc. Donc ces valeurs universelles du bien et du mal sont déjà prédisposées chez l'enfant. C'est même nous qui devons apprendre des enfants, à condition que leur fitra elle est préservée. Quand la fitra est préservée, quand vous voyez des enfants dont les parents ont respecté leur fitra, prenez des notes. Hein. Vous allez voir des enfants comme ça, moi je vous assure. Hein. Moi je vois un enfant de 4 ans, 5 ans, où les parents ont bien respecté la fitra. Limite, si j'ai envie de prendre des notes et de dire, apprends-moi des choses hein, à l'enfant. Apprends-moi des choses parce que moi je suis complètement à l'ouest. Hein. Moi ma fitra, ça fait longtemps qu'elle a été, comme tu dis, frère, étouffée. Tu vois? Donc moi je t'assure, je kiffe les moments avec des enfants de 4-5 ans, même si voilà, ils ont quand même leur fitra elle est encore elle est un petit peu intoxiquée par malheureusement une éducation un peu trop malveillante, mais il y a quand même des restes, ils sont en plein développement encore, il y a quand même des choses qui en ressortent qui sont très intéressantes. Et quand vous prenez le temps de parler avec un enfant de 4 ans, 5 ans, waouh, vous dites mais en fait, il a raison. Mais c'est incroyable. Je vais vous raconter une petite anecdote par rapport au fait de s'asseoir. Ouais, on fait une pause. Je raconte cette anecdote, après, on fait une pause et on reprendra la liste des blessures invisibles. J'ai une petite anecdote récente encore qu'on m'a racontée, que la maman m'a racontée. Je vais vous raconter le premier exemple avec la place. Bon, c'est mon petit neveu, le neveu de ma nièce. Machallah, à ce moment-là, il n'avait pas encore 3 ans. Il vient d'avoir ces 3 ans-là. Il y a plusieurs mois de ça, on était en famille, en train de prendre le goûter, tranquille, etc. Et moi, pour moi, les enfants, c'est un laboratoire. Un laboratoire de recherche. Je kiffe. J'apprends beaucoup d'eux. Je suis passionnée par les enfants, machallah, c'est magnifique. Et le gamin, il était assis. Donc j'aime bien m'asseoir à côté des enfants et j'aime bien leur parler. Donc il a quoi? Il a même pas de 3 ans. Il s'assoit. Ça va et tout? Tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais à l'école? Je fais ça, d'accord, machin, nanana. Une petite discussion s'engage, tranquille, etc. Les adultes sont là, discutent entre eux. Le gamin, il se lève, il va voir un petit truc là-bas. 2 minutes, il est attiré par une petite chose comme ça qui traîne. Il se lève, il va jouer avec la petite chose. Et tout d'un coup, il y a un adulte qui vient, quelqu'un de ma famille, qui s'assoit. Bon, il voit une chaise de libre, il s'assoit, il s'installe et tout. Et le gamin, j'observe la scène. Hein. Je me dis, si ce petit gamin-là, que machallah, sa fitra, elle est bien préservée, s'il fait une remarque par rapport à sa place, waouh, ça veut dire c'est bon. Sa maman, elle a fait le boulot, quoi. Elle a fait le taf, comme on dit. Et bien le gamin, hein, même pas 3 ans, il se retourne, il veut rejoindre sa place, il voit l'adulte qui a pris sa place. Sa réaction, ça a été quoi? Mais t'as pris ma place? Oui, mais c'est pas grave. L'adulte un peu gêné. Ouais, c'est pas grave. Bon, il discute avec les... Prends cette chaise, ce tabouret qui est là-bas, etc. Non, c'est ma place. Et moi, je suis là. Moi, je jubile. Je te jure, je jubile. Je me dis, si j'avais une caméra, je l'aurais filmé à ce moment-là. Non, t'as pris ma place. Oui, mais c'est pas grave. T'as qu'à prendre ce tabouret. Il se tourne vers le tabouret. Non, mais ça, c'est un tabouret. Mais ça, c'est ma place. C'est une chaise. L'adulte, il était gêné. Et moi, je regarde l'adulte, je dis, il a raison. Il a raison, rends-lui sa place.
Je lui ai pas dit comme ça, dans l'humour, pour qu'il comprenne. Mais au fond, j'en pensais pas plus que ça. Hein. J'étais comme ça. Je te jure, j'étais comme ça. Et le petit, et après il fait, bah alors, vas-y, c'est pas grave, tiens, il y a une petite place ici. Non, elle est pas assez grande, moi je veux ma place. Il a raison. Et donc, alors moi, tu sais, puis quand je voyais que l'adulte, c'était l'adulte qui était mal à l'aise du coup, parce que l'enfant il persistait. Hein. Et après j'ai dit bon, bon, j'ai essayé de voilà, allez hop, c'est bon, viens, on va dans la chambre, j'ai plein de trucs à te montrer, etc. Enfin, le gamin, il avait raison. Mais moi, c'est plus pour, on va dire, l'embarras de l'adulte. J'ai essayé de calmer le jeu par rapport à l'embarras de l'adulte parce que l'enfant, il avait absolument raison. Je fais, tiens, c'est pas grave, viens, regarde. Au fait, j'ai quelque chose à te montrer dans la chambre et puis hop, j'ai fait diversion, on est passé à autre chose. Et cet enfant en question, deuxième anecdote, sa maman m'a raconté il y a à peine 2 jours. Elle me dit, regardez, c'est incroyable. Hein. Elle me dit, bon, la même chose, en transat, en vacances, pareil, son papa avait un transat, sa maman un transat, l'enfant un transat, l'enfant se lève pour aller jouer, le papa, du coup, a mis des affaires sur un transat de vide, il a pris le transat du petit, le petit vient, papa, ma place. Non, mais c'est bon, tiens, prends cette place-là. Non, c'est mon transat. Mais c'est pas grave, va là-bas avec maman, partage le transat avec moi. Non, c'est mon transat. Mais non, en plus, c'est pas grave, va là-bas. Non, mais là-bas, en plus, il y a des affaires sur le transat. Moi, je veux mon transat. Non, c'est pas. Alors, le petit, il va jusqu'à trouver des solutions pour son papa. Il lui dit, regarde, t'as qu'à enlever les affaires là, maman, elle se décale, toi, tu te décales, et moi, je récupère mon transat. Il a été jusque-là, le gamin. Il vient d'avoir juste 3 ans. Et il n'en démord pas, il est comme ça. Hein. Et le papa, non, mais vas-y, décale-toi. Il trouve des solutions parce que je veux ma place. Qui a raison, qui a tort? La vérité. Si cette scène, elle se serait produite avec des adultes, tu discutes même pas. Cette discussion n'aurait même pas eu lieu. Et pourquoi on chipote avec des enfants? Et encore, le papa, il est bienveillant. Il discute avec son enfant, machallah. C'est pour ça que cet enfant est comme ça. De là jusqu'à cet enfant, machallah, une anecdote, etc., des enfants, il va exprimer, quand il n'est pas bien, il exprime clairement. Il exprime clairement ses besoins. Si, par exemple, maman est enceinte, voilà, maman est enceinte, le petit en question, il fait pipi. Il fait pipi en ce moment. Régression. Il y a un petit frère ou une petite sœur qui va arriver. Je fais pipi dans ma culotte. Elle le récupère et à chaque fois qu'elle le récupère à l'école, ça se passe très bien toute la journée. Au moment où c'est l'heure des mamans, pipi. Et vous savez, ce petit, machallah, regardez, c'est un exemple concret pour vous dire comme quoi c'est ça la norme. Et nous, avec nos yeux de dictateurs, on interprète ça. Ce gamin, il est trop intelligent, ça va pas là, il est adulte avant l'heure. Vous voyez? Cet enfant, vous voyez, il vient d'avoir 3 ans. Il fait pipi dans sa culotte au moment où sa maman vient le chercher parce qu'il est en période de régression, etc. La maîtresse vient, elle lui dit « Oh, t'as fait pipi, maman va arriver dans 10 minutes. Bon, viens, je vais te changer. » Non, je veux que ma maman me voie comme ça. Lui, avec ses propres mots. Le petit, il vient d'avoir 3 ans. Je veux que maman me voie comme ça. Et sa maman, alors la maîtresse est étonnée, elle va dire « C'est incroyable ce qu'il m'a dit. » Oui, mais il exprime, parce que la maman, depuis petit, elle l'aide à exprimer ses émotions, elle applique ce qu'on est en train de dire, ça, elle respecte, voilà, on va pas parler chinois, elle respecte la fitra de son enfant. C'est tout, voilà. La pédagogie positive, tu respectes la fitra de ton enfant, point barre. Tu discutes pas, tu respectes, khalas, c'est une MNA, ça vient de Dieu, t'as pas le choix. Et tu vas devoir rendre des comptes si tu respectes pas ça. C'est bien beau de dire respecte tes parents, etc. Ton propre gamin, tu le respectes pas, tu es en train de le détruire, et tu vas me parler de mashallah, de fitra, etc. Vous savez, la fitra, la définition qu'on trouve sur Internet quand vous cherchez fitra, moi, j'ai pas trouvé la prime nature de Dieu chez l'enfant, chez l'être humain. Moi, j'ai trouvé quoi? Se raser les aisselles, se raser le pubis, des questions d'hygiène. C'est ça la fitra. Et ça revient souvent. Voilà. Et donc la fitra de l'enfant, je veux dire cet enfant-là, et ça va même au-delà de ça. Sa maman, quand elle discute avec lui, pourquoi tu fais pipi dans ta culotte? Eh bien parce que je veux redevenir un bébé.
Parce que je veux pas grandir et je veux pas être un grand frère. Texto. Mais pourquoi? Et dis-moi, et puis alors je pense qu'à un moment donné, il me semble, si ma mémoire est bonne, elle lui a dit, pourquoi non, et je crois qu'elle a dû un petit peu se fâcher quand il faisait pipi à répétition. Oh, mais pourquoi encore? T'as encore fait pipi sur toi? Eh bien, l'enfant, qu'est-ce qu'il lui a dit? Et quand le bébé il va naître, est-ce que tu vas le gronder quand tu feras pipi dans sa couche? Ils sont pas intelligents. Ils sont normaux. Je sais ce que tu veux dire par là. Chaque fois, j'ai envie de l'appeler Honeida. Je sais ce que tu veux dire par là. Mais dans la conscience collective, on va dire, la majorité des gens vont interpréter ça comme de HPP, haut potentiel, voilà, HPI, pardon, HPP. HPI, haut potentiel intellectuel, l'enfant il est super doué, voire grave, c'est chaud, ton gamin il fait flipper. Ah là là, mais c'est un adulte avant l'heure, mais je comprends pas. Ils sortent de leur norme sociétale, ça. Voilà. Ça bouscule, en fait. C'est marrant parce Ça qu'en bouscule. en France, on va dire, ouais, c'est un HPI. Puis quand tu vas en Algérie, Exactement. les enfants, t'as vu, sont châtrés, ils sont très éveillés là-bas. Un bel exemple. Là, Hein. par contre, on dit c'est des sauvages. Et chaque société a son interprétation. Ils sont impolis, tu vois. Exactement. Comme ça, hein. Exactement. Tu vois comment on interprète ça? Alors, même les enfants d'Afrique, dans les pays orientaux, on respecte, machallah, leur fitra. Il y a juste des réajustements à faire, mais c'est eux qui sont sur la bonne voie. Par rapport à nous, les Occidentaux, les sociétés modernes, où on infantilise tellement les enfants qu'on étouffe, qu'on détruit sa fitra. À force de vouloir soi-disant bien faire, eh ben on fait complètement le contraire de ce qu'il faut. D'accord? Et voilà, donc en question, l'enfant en question, vous voyez l'enfant? Il exprime ses émotions, jusqu'à même le petit transat, sa maman elle le mettait habituellement, je crois, face à la route, et il a dit, je veux que tu le retournes comme les bébés. Le siège auto. Oui. Et voilà, il a détecté que quand ils sont bébés, le siège auto, il se met comme ça. Ça, c'est trop bien d'être avec. Il a fait une analyse sur la vie des Ah oui, bébés. elle a dit. Et cette maman en question, eh bien, elle, de voir la remarque des gens, eh ben, limite, elle s'inquiète, elle se pose des questions sur est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que je le développe, Ah, mais il est trop éveillé là. est-ce que je le développe pas trop? Ouais, c'est exactement ça. Ah, mais oui, mais il y en a vraiment, ils ont des propos de. Mm. En fait, ça dérange la société. Ça dérange. Ouais, c'est ça, ça- Bien. Ça- Bonne remarque, c'est exactement Rachida. Je te rejoins à 100%. Et je pense que inconsciemment, ça dérange. Oui, parce qu'il faut rentrer dans le rang, Exactement. Et nous, on est conditionnés aussi par ça. être conditionné, Ouais, ouais. rentrer dans le moule. C'est On va faire une pause? bah, viens en pause. Ça me rappelle, ouais, mais en pause. Ouais. C'est, Parce que c'est un petit peu intime. ouais. Non, moi, ça va. Vas-y, une pause. Moi, je vais